Dans cette émission, il y aura des femmes. Madame de Maintenon, François Chandernagor, Ethyle Somme, et aussi des femmes en difficulté au Niger. Dans cette émission, il y aura des hommes. Jean-Louis Barrault, Daniel Toscan du Plantier, Roger Vadim. Tous ces personnages ont en commun une actrice, une femme engagée dans sa foi catholique, engagée pour les autres aussi. On va le découvrir tout au long de ce VIP. Marie-Christine Barrault, bonjour. Bonjour. Madame de Maintenon, François Chandernagor, vous, ça fait un duo de charme, mais aussi un duo assez choc. C'est la nouvelle pièce de théâtre que vous jouez actuellement. Et pour de nombreuses semaines, qu'est-ce qui vous a réunis toutes les trois ? D'abord, ce qui nous a réunis toutes les deux, Françoise Chandernagor et moi, c'est notre amour pour Madame de Maintenon, qui est antérieur chez elle, puisqu'elle a écrit ce magnifique livre, L'Allée du Roi, il y a plus de 15 ans maintenant, et que j'avais lu d'ailleurs à l'époque, et que j'avais même vu au théâtre quand ça avait été joué par Geneviève Casil, que j'ai vu au cinéma. Et qui a été à la télé aussi, avec Dominique Blanc. Quand je dis au cinéma, je veux dire à la télé. Voilà. Et avec Dominique Blanc, et filmé par Nina Companès. Je pense que François Chandernagor a donné un éclairage à ce personnage de Madame de Maintenon, tout à fait à la fois nouveau et moderne, et chaleureux, et de fraternité de femmes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le personnage Madame de Maintenon? Pourquoi vous nous dites cette femme est moderne? Écoutez, d'abord c'est l'expérience de la scène, le peu de fois que j'ai joué un peu en tournée l'année dernière et cette année donc je commence. Je sais que les femmes qui sont dans la salle et les hommes qui s'intéressent aux femmes ne peuvent pas ne pas se sentir concernés par le destin de cette femme. Parce que même si c'est entre 1635 et 1720, c'est une femme qui se bat pour sa vérité, pour être elle-même, qui se bat pour peser dans une sorte de balance de société, mais pas au sens simplement réussite du terme. Je veux être. Pourtant, c'est quelqu'un qui a réussi, parce qu'au départ, on part avec une Françoise d'Aubigné qui née en prison. Née en prison, qui deviendra Madame de Maintenon. Il y a tout un parcours, exceptionnel, inimaginable. On appelle ça un destin. Et c'est ça justement qui touche énormément les gens, parce que ça c'est de toutes les époques. Comment une petite fille née dans une prison, élevée à la campagne, on lui demandait plus ou moins d'aller garder les vaches, et comment peu à peu, tous les choix qu'elle a faits lui ont permis de rebondir, de prendre son élan, mais pas seulement pour réussir, pour être elle-même, tout en n'étant pas dupe. Car elle a une grande forme d'autodérision et d'ironie. Pas dupe de la cour, par exemple. Pas une seconde. Elle rentre à la cour et elle dit la vie à la cour m'emplit vite l'âme d'amertume. Elle voit bien que ça n'a pas d'intérêt. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'est hissée jusqu'au roi. Sans le savoir. Oui. Sans le savoir. Elle n'a jamais qui n'a pas recherché ça. Elle n'a jamais recherché ça. Elle a simplement cherché à avancer. Je pense qu'une femme d'aujourd'hui peut absolument ressentir les mêmes émotions, les mêmes désirs, les mêmes frustrations, et puis avancer comme ça. Mais vous nous parlez de vous, là. Mais moi, je me demande si de tous les personnages que j'ai joués, c'est pas peut-être, je le dirai dans quelques temps quand je l'aurai beaucoup joué, si c'est pas le personnage qui est le plus proche de moi. Alors que bon, je n'ai rien de royal. Mais elle non plus. Elle a été royale que par amour. Elle a été la femme du roi. Mais elle a épousé, comme elle dit, le destin de la France, mais ça n'a rien changé fondamentalement à ce qu'elle était. Mais vous avez, vous aussi, me semble-t-il, mais confirmez-le ou pas, cette exigence d'aller toujours plus loin, de vous hisser un petit peu au-dessus de vous-même. Enfin, je le vois dans le choix des rôles que vous avez pu faire, dans ce que vous avez pu faire à la télé, au théâtre, au cinéma. Enfin, voilà, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose, un parallélisme. Ou peut-être Madame de Maintenon, une des clés de Madame de Maintenon, c'est qu'elle est insatiable. Et elle parle toujours de ça. Elle est une multitude. Elle est une multitude et elle est, quand elle dit pour satisfaire un orgueil insatiable, elle est insatiable. Et je pense que moi aussi je suis insatiable. On n'est peut-être pas insatiable des mêmes choses, mais je suis insatiable. Je ne crois pas le propre des actrices, ça, d'être insatiable. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je pense qu'on peut aussi se satisfaire. Enfin, on a toujours une inquiétude quand on est actrice, parce qu'on remet toujours son titre comme ils disent les boxeurs, en jeu. À chaque nouveau rôle, on remet son titre en jeu. Oui. Mais en même temps, on peut remettre son titre. C'est un petit peu différent de remettre son titre en jeu, donc la réussite et tout. Moi, quand je dis que je suis insatiable au plus profond de moi. C'est-à-dire que dès que j'ai touché quelque chose, je me dis que après, quelle est la marche encore à monter après? Ça vient d'où, cette insatisfaction permanente?
Il y a quand même des choses sur lesquelles on n'est pas forcément responsable de ce qu'on est. Je pense toujours aux contes de fées avec les bébés dans les berceaux et les fées qui viennent autour et les sorcières. Et elle aura ça, elle aura ça, elle aura ça. Je pense il faut accepter qu'au départ, il y a un terrain qui est à la fois dû à nos ancêtres, au sang qui coule dans nos veines, et puis à notre éducation, à notre histoire. Je pense qu'il y a des choses... le jeu de cartes. J'ai coutume de dire, vous savez les orques de Barbarie dans la rue. Vous avez vu les cartes qui passent? Les cartes à trous. Les cartes à trous. J'ai toujours l'impression qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire que la carte passe, mais selon qu'on la joue d'une certaine façon ou d'une autre, la musique est différente. Mais alors, ce sont des fées ou des sorcières qui se sont penchées sur le berceau de la petite Marie-Christine Barraud? Il y a des fées, en tout cas. Il y a eu aussi des sorcières, sans doute. Il y en a même, je vois bien à peu près lesquelles, mais il y a eu des fées. Et ne serait-ce que déjà une énergie de vie, une force de vie, que rien ne peut calmer. Et ça, je pense que c'est un moteur. C'est votre force? Ah oui, moi je pense que c'est ma force. Parce que à me voir, quelquefois, on pense que je n'ai jamais eu d'obstacle, tellement j'ai l'air toujours de traverser la vie vous avez l'air épanoui, permanente, un côté solaire, et tout ça. Je vois bien l'image que je rends. Mais moi, je sais aussi, à travers toutes les difficultés, tous les obstacles, toutes les choses... douloureuses que j'ai traversées et que je traverse. Mais je sais qu'il y a quelque chose en moi qui fait que immédiatement, je cherche le moyen de le transformer en lumière. Et ça, c'est pas de c'est moi, mais je veux dire, c'est moi au-delà de moi, quoi. À quoi elle ressemblait la petite Marie-Christine Barraud? Dans quel contexte elle a grandi? Eh ben, c'est un peu ça, parce que si je regarde les photos de moi, petite fille, c'est... vous vous rappelez de Brigitte Fossé dans les Jeux Interdits? Je suis de la même génération que Brigitte Fossé. Mes photos de petite fille, c'est exactement Brigitte Fossé dans Jeux Interdits. De grands cheveux blonds, un teint très clair, des grands yeux bleus. La petite poupée, alors? Une poupée souriante, enfin, une eau dormante. On se dit, alors avec celle-là, vraiment, tout va bien. Et intérieurement, ça bouillonnait pour de bonnes raisons, pas seulement parce que j'avais un mauvais fond. Je crois que j'avais un bon fond, j'avais envie d'être heureuse, mais vraiment, il y avait beaucoup d'obstacles. Comme le divorce de vos parents, ça a été le premier obstacle. Le divorce de mes parents, la maladie de mon père puis sa mort, la maladie de mon beau-père, le non-dit constant, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois bien, moi j'ai une fille qui vient de se séparer de son mari, je veux dire, elle est aux petits soins pour mes petits-fils, ils vont chez le psy s'il y a un problème, on parle et tout ça. À notre époque, ça n'existait pas, tout ça. On ne parlait pas. Et donc, on gardait tout pour soi et on cherchait la lumière autrement. Donc, je pense que ça a été, en même temps, ça a été mon moteur. Peut-être que si j'avais pas eu toutes ces difficultés dans mon enfance, peut-être que je me serais tranquillement assise au bord de la route en disant « Oh, la vie est belle ». Parce que là, il a bien fallu la construire. Choisir un métier de la parole et du dire, c'était une manière aussi de se guérir, entre guillemets, de cette enfance chaotique, malheureuse en tout cas. C'est évident que de toutes les douleurs de mon enfance, qui étaient réelles, qui étaient objectives, la plus grande était la non-parole, le non-dit sur tout ça. Et mais avec une force vitale inimaginable, j'ai été vers un métier qui était celui de la parole, au-delà de l'expression normale, parce qu'un acteur est amené à dire, je ne sais pas, 1000 fois plus, 10 000 fois plus les choses, à les exprimer, à les ressentir. Donc du moins, je suis passée à un grand plus. Mais c'est pour ça que je pense que ma vocation d'actrice, elle est fondamentale. Je veux dire, c'est tout sauf un caprice, ou tout sauf l'envie de briller. Non, c'était ça ou mourir. Vous savez, j'ai quand même... Vers 16-17 ans, je me posais quand même des questions en me disant, est-ce que je suis vraiment faite pour être actrice? Et puis je suis tombée sur ce livre magnifique de Rilke, Les lettres à un jeune poète. Oui. Et c'était pour moi, ça a éclairci immédiatement mon avenir quand il lui dit, mais on ne se pose pas la question de savoir si on va être poète ou autre chose. On est poète quand c'est ça ou mourir, ou ne pas vivre. Et moi, je me suis dit, si je peux répondre moi aussi à cette question comme ça, être actrice ou mourir. Et j'ai pu me dire oui, et là j'étais tranquille avec
la certitude de ma vocation, en tout cas. Alors, il y a eu la révélation de cette vocation grâce à Rilke, c'est pas mal. Oui, et puis, il y a eu l'accompagnement de votre oncle, aussi, Jean-Louis Barrault, qui a pesé aussi dans ça a pesé dans les deux sens. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai pas été élevée du tout dans le monde du théâtre. Ma mère était remariée avec un homme qui n'était pas... Enfin, mon père était le frère de Jean-Louis Barrault, mais comme il était très malade et qu'il est mort, j'ai pas du tout vécu dans l'antre du théâtre. Je n'étais pas dans les coulisses des théâtres. Mais quand même, cet homme, Jean-Louis Barrault, pour moi, c'était un phare. Et quand mon père est mort, j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'un homme sur Terre qui pouvait me prendre par la main et jouer à être un peu mon père. Ce qu'il n'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Ça vous a déçu? Ça m'a frustré. Ça vous a blessé? Blessé et frustré, énormément. Mais en même temps, j'étais une très jeune adolescente et je dirais c'est assez difficile de demander son dû quand on a cet âge-là. J'ai pas su. Peut-être que si je m'étais imposée en disant je veux que tu t'occupes de moi et tout, peut-être que j'aurais gagné. Je sais pas, j'aurais gagné quelque chose en tout cas. Mais je n'ai pas su le faire et du coup j'étais assombrie par ça. Et du coup j'ai eu envie non seulement de suivre cette voie-là, parce que je me disais, ça, c'est un monde dans lequel on parle. Ça, voilà, le théâtre m'est apparu dans sa vérité, nue, c'est-à-dire celui de l'expression absolue. Et donc, ça m'a donné le chemin à suivre, mais en même temps, comme il ne faisait pas très attention à moi, enfin, j'avais l'impression qu'il ne faisait pas très attention à moi, ça m'a donné aussi cette espèce de force incroyable de dire, eh ben, ils verront ce qu'ils verront, je vais y arriver. Mais il vous a donné quand même des preuves de son intérêt pour vous. Il y a eu des aides ou des choses... Non. Non. C'était plutôt ce que vous projetiez sur lui. Il m'a dit qu'il fallait que je rentre au du conservatoire. Je pense qu'il a dit ça en se disant elle ne va pas rentrer, donc ça sera toujours facile de lui dire, tu vois, tu n'es pas capable. Le hasard a voulu que je rentre au conservatoire, ce qui était à l'époque la panacée universelle. Les parents, ah ça y est, elle est au conservatoire, on est tranquille. Ça ne voulait rien dire. Il y a autant de merveilleux acteurs qui n'ont jamais été au conservatoire que de gens qui ont fait un très bon conservatoire et puis qui n'ont jamais rien fait après. Donc ça, c'est pas une preuve. Mais c'était une preuve au niveau familial. Et puis après, et je crois qu'il est venu voir mon premier spectacle. Il y avait quand même une petite curiosité. Ensuite, il m'a engagé pour jouer un rôle au théâtre de l'Odéon où il était à l'époque. Et à la 4e répétition, que j'avais même pas eu le temps de dire 3 mots et tout. Et il a donné le rôle à une autre actrice. Donc je suis restée... Merci tonton. Oui, mais cela dit, là je peux lui dire merci parce que je me serais cassé la gueule, mais alors vraiment dans les grandes largeurs. C'est un rôle extrêmement difficile techniquement. Je n'avais pas le début du commencement de ce qu'il fallait de technique pour jouer ce rôle. Donc on aurait dit, oh bah dis donc, la petite nièce de Jean-Louis Barrault, elle est nulle. Donc j'ai bien, heureusement que ça s'est passé comme ça. Et puis ensuite, une fois, il est venu me voir dans une pièce que je jouais avec Laurent Terzieff, montée par Planchon. Une fois de tout le temps. J'ai joué par exemple le Partage de midi de Claudel, qui pour moi était le sommet absolu. C'était la raison pour laquelle je voulais être comédienne, de jouer le Partage de midi, que j'avais vu avec lui. Dans sa mise en scène, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, tellement j'aimais cette pièce. Et pour moi, je me disais, si je joue 500 rôles, tous plus beaux les uns que les autres, mais que je ne joue pas le Partage de midi, c'est comme si j'avais rien fait. Eh bien, il n'est pas venu me voir. Est-ce qu'à un moment, il vous a reconnu comptes. pour clore le chapitre Jean-Louis Barrault, est-ce qu'il vous a quand même reconnu un jour comme actrice, en étant fière de sa nièce? Il a dû me reconnaître, mais loin de moi. Ça ne s'est pas dit comme ça. Ça ne s'est pas exprimé devant moi. Alors, parallèlement à votre éducation, enfin parallèlement, non, dans l'éducation, il y a eu aussi une éducation catholique assez forte. Est-ce que vous voulez bien nous en dire 2 mots? Ah non, mais moi j'ai été élevée donc, chez les religieuses, dans un collège privé tenu par les Dames de Saint-Maur. Et vous en gardez de bons souvenirs, ce qui n'est pas toujours le cas quand les gens nous disent « moi j'ai été élevée par les religieuses », des fois c'est plus c'est pas dur des bons que souvenirs ça. que j'ai gardés, c'est des souvenirs magnifiques. C'est-à-dire que toute ma vie, entre 8 ans et 18 ans, 17 ans, a été illuminée par ma présence dans ce collège, par les religieuses ou les professeurs laïcs qui étaient là, par l'esprit qui régnait, par l'ouverture, par l'intelligence, à la fois par l'éducation et l'instruction, mais aussi par cette ouverture sur l'évangile et sur la parole du Christ. Et c'était, pour moi, c'est ça. Mon éducation, elle s'est faite là. Parce qu'à la vérité, mes parents m'avaient mis dans un collège religieux, plus pour des raisons sociales que des raisons religieuses. Mes parents n'étaient pas spécialement religieux, mais je pense qu'ils se disaient qu'on était mieux élevés quand on était une jeune fille, quand on était chez les Dames de Saint-Maur, que quand on était au lycée du coin. Il y a beaucoup de gens qui font encore ce raisonnement-là. Oui. Donc c'était pas en par conviction. Par conviction. Sauf que ça vous est tombé dessus quand même. C'était pas non plus athée, mais c'était. Et moi au contraire, ça m'a transcendé. Ça a transcendé mon adolescence. Ça m'a donné un sens de l'absolu, un sens
sens, et même du théâtre, parce que finalement, c'est quand même mon professeur, la religieuse qui était mon professeur de maths. Moi, j'étais très très forte en maths, hein, j'adorais les maths, donc j'ai passé mon bac avec 19 en maths, enfin. Et elle aimait aussi beaucoup Claudel, et on a monté l'Annonce faite à Marie quand j'étais en seconde, j'avais 15 ans. Et on a monté l'Annonce faite à Marie qui a été... Ah, Jean-Louis était venu, tiens, Jean-Louis Barrault était venu. Et il a dit que c'était une des plus belles représentations de l'Annonce faite à Marie qu'il avait vue. Parce que c'est vrai que l'Annonce faite à Marie de Claudel est un texte qui peut vraiment être joué par des amateurs et par des gens jeunes, des jeunes filles en l'occurrence, il n'y avait pas de garçons. Les filles jouaient les garçons. Et qu'il y a une espèce de lumière intérieure, de foi, de conviction qui fait que on est presque plus au théâtre, on est au-delà du théâtre. Mais enfin, c'est pour vous dire qu'elles avaient... Je pense qu'elles avaient... D'une certaine façon, elles comprenaient que j'allais être actrice. Elles n'ont pas été étonnées quand après, je leur ai dit que j'allais être actrice. Parce que je ne le disais pas trop non plus. Je restais tranquille avec mes idées, mais je crois qu'elles savaient qu'il y avait quelque chose en moi qui bouillonnait et qui allait exploser un jour. Elles se sont attachées à vous aussi, parce qu'au moment du décès de votre papa, du sclérose en plaques, vous aviez quoi, 14 ans? J'avais 14 ans, moi, je me suis précipitée dans les bras de cette religieuse, celle-là, la même qui nous a monté l'Annonce faite à Marie après. Et je suis venue, je lui ai dit, mon père est mort, et j'avais absolument besoin de parler de la mort. Moi, ça m'a... Tout ce que j'ai vécu là, c'est à la fois de la douleur, mais en même temps, c'est une grande force, parce que ça veut dire que la mort a été présente dans ma vie très tôt. Oui. Très tôt. Non pas comme une chose dont on a peur, mais qu'une chose qu'on apprivoise. Et je m'aperçois que, comme j'étais à l'âge où, de toute façon, on est du côté de la vie, quoi qu'il arrive. Et je me suis aperçue que j'ai permis à la mort de m'accompagner tranquillement, comme une sœur. Et j'ai réussi à avoir un lien avec les êtres que je perdais, et que j'ai continué à perdre, parce que j'en ai perdu beaucoup, au-delà de la mort. Et j'ai un rapport avec la mort qui m'impressionne moi-même, parce que il y a une fraternité avec la mort. Et ça se manifeste comment, avec tous les êtres que vous avez perdus, Vadim entre autres, mais pas uniquement? Vadim, c'est le pire, évidemment, puisque c'était vraiment quelqu'un avec qui j'avais une relation fusionnelle. Et perdre quelqu'un qui meurt avant vous, quand vous avez une relation fusionnelle, ça peut vous tuer. D'ailleurs, il y a deux solutions. Ou vous mourrez, ou vous vivez. Bon, comme je n'avais pas l'intention de me suicider, je veux dire, j'aime trop la vie, puis j'ai trop de gens qui m'aiment autour de moi pour leur faire ça. Alors après, si on ne meurt pas, il faut absolument continuer à vivre avec la personne qui est morte, sans rien de morbide. De morbide, mais pas morbide du tout. Au contraire, c'est-à-dire... Vous savez, si on n'est pas capable d'avoir une relation avec quelqu'un qui est mort, comment est-ce qu'on peut avoir une relation avec le Christ? Ah, ça, c'est une jolie question. Alors, comment vous vous y prenez? Je pense qu'il y a une question de porosité. Je crois qu'il faut vraiment essayer d'être... de ne pas faire de frontières entre ce qui est du domaine de la vie terrestre et de la vie spirituelle. Il faut arriver à créer des passages, beaucoup, jamais assez, entre le matériel, le concret et le spirituel. Il faut continuer à... Oui, c'est comme si on tenait la main de quelqu'un qui n'est plus dans son enveloppe charnelle, qui n'est plus sur la terre, mais dont la présence spirituelle est aussi forte que quand il était là. Et inversement, eux aussi vous tiennent la main. Ils vous tiennent la main, mais moi j'ai des conversations avec Vadim adorables, parce que je lui demande des choses, je lui dis, en plus, comme je suis absolument persuadée que comme c'était un homme bon, il est pas loin du bon Dieu. Donc je lui dis, écoute, parce qu'il me disait ça quand on vivait ensemble, c'est ça qui me touchait tellement. Il n'était pas spécialement religieux, mais il avait un grand sens spirituel. Il me disait, toi qui es bien avec le bon Dieu, est-ce que tu pourrais pas lui parler de ça ou de ça? Je trouvais que c'était une approche presque enfantine, mais comme la foi des enfants. Il ne se moquait pas de moi. Au contraire, il me disait, écoute, parle-lui de nous. Et bien maintenant, moi je fais la même chose avec lui de temps en temps. Je lui fais, toi qui es tout près du bon Dieu, aide-moi. Tu vois bien que là, je suis une pauvre femme, j'ai besoin d'aide. Et je sens, mais je faisais ça avec mon père aussi. Je le fais moins maintenant parce que ça fait quand même longtemps qu'il est mort. Mais je le fais encore. Et alors, c'est pas seulement de demander des choses, hein, c'est comme la prière, je veux dire, c'est pas seulement « Ah mon Dieu, donnez-moi ça, j'ai besoin de ça, ah mon Dieu, merci ». Je crois que c'est vraiment une question de dialogue ininterrompu, comme on était quand il était vivant sur cette terre. C'était un dialogue ininterrompu. Donc on ne peut pas interrompre un dialogue ininterrompu. Vous témoignez facilement de votre foi?
C'est facile Non, c'est pas vous facile parce que c'est pas facile, ça dépend des gens. Parce que moi, je suis pas dans la rigueur. Je veux dire, je suis pas dans le. L'Église D'abord, déjà, j'ai été excommuniée pendant très très longtemps, si tant est que ça ait un sens, puisque j'étais divorcée. Maintenant, il se trouve que mes différents maris étant morts, je suis une veuve qui peut s'approcher du Christ. L'Église, je veux dire, ne me met plus de bâtons dans les roues. Mais cela dit, je trouve ça... moi, je me suis jamais considérée comme excommuniée. Hein. On peut toujours me dire, l'Église me dit, je suis excommuniée, mais moi, ce n'était pas mon problème. Je ne l'étais pas. Pour moi, je ne l'étais pas. Il y a une chose... Je peux le dire ici. Ma fille s'est mariée il y a quelques années et elle sait que j'aime beaucoup les chants d'église et que j'ai beaucoup les chants et tout. Et donc, c'est un petit village à la campagne. Et elle a dit au curé de la campagne, du village, elle a dit, ma mère va s'occuper des chants. Et il lui a répondu, mais votre mère n'est pas divorcée? Elle était tellement choquée qu'elle voulait même pas me le dire, parce que c'est vrai que quand elle m'a dit ça, non, tu sais, il veut pas que tu t'occupes des chants parce que tu es divorcée. J'ai dit, mais ce curé, mais c'est anti-chrétien au dernier degré. Et en même temps, je disais, mais de toute l'assemblée qu'il y avait ce jour-là au mariage, si ça se trouve, c'était moi qui étais la plus proche du Christ, tellement ma vie essaye d'être comme ça. Après, il faut faire la part des choses entre une personne, un représentant d'église. Mais il y en a malheureusement voilà. pas mal des comme ça. Et c'est ça aussi, quand vous me dites, vous avez gardé un bon souvenir de votre école et des religieuses. Il y a toujours, dans tous les gens qui ont fait des études chez les religieux, à un moment donné, un religieux qui a été extrémiste, qui a empêché un truc, qui a rien compris et qui fait... Ma belle-mère, la mère de Vadim, avait un mari qui est mort à 33 ans. Le père de Vadim est mort à 33 ans. Il était d'une famille russe. Il était orthodoxe. Il est mort à la montagne. Il n'y avait pas un orthodoxe à l'horizon. Et elle était athée, elle. Elle a été voir le prêtre en lui disant, mon mari était orthodoxe. Que je sache, c'est chrétien orthodoxe. Est-ce que vous pouvez faire, parce qu'elle savait que son mari avait la foi, est-ce que vous pouvez faire une prière, une bénédiction Il a dit, cherchez un prêtre orthodoxe. Cette femme, à 98 ans, elle l'avait encore pas avalé, ça. Ce qu'on appelle un contre-témoignage. Et elle disait, comment tu peux croire Je lui disais, mais c'est l'Église, ça. C'est l'Église, c'est pas le Christ, c'est pas l'Évangile. Il y a jamais ça dans l'Évangile. Ou quand il y a ça dans l'Évangile, le Christ dit non, c'est pas le sens de ma parole. Mais malheureusement, beaucoup de gens s'arrêtent à ça. Ou par exemple les guerres de religion. C'est vrai que les guerres de religion, c'est des guerres d'humains. C'est pas des guerres de religion. C'est au nom de la religion. On se sert de la... C'est comme les crimes d'amour. Alors on pourrait dire aussi, à partir du moment où un jour il y a un crime d'amour, donc l'amour c'est mauvais. Non. Faire la part des choses. Faire la part des choses. Alors, il y a un passage de la Bible dont vous êtes particulièrement proche, et notamment en ce moment, c'est l'Apocalypse. Ah bah si, quand même, ne me regardez pas comme ça. C'est dit, mon Dieu, où est-ce qu'elle m'emmène? C'est l'Apocalypse de Saint Jean. Et vous faites notamment un spectacle qu'on pourra voir à l'église Saint-Roch notamment, et puis j'espère un peu partout en France, oui, parce que c'est gentil pour les Parisiens. Mais... On va à Compiègne, oui, bien sûr, on va bouger. Enfin, un spectacle, on ne peut pas appeler ça... Oui, non. Enfin, un concert... Une lecture. Une lecture-spectacle. Voilà. Comment on pourrait l'expliquer? Une lecture-spectacle avec une partie musicale à l'orgue, une partie dite par vous. Qu'est-ce qui vous a fait vous rapprocher de ce texte-là de l'Apocalypse? Là, pour le coup, ce sont des occasions qui me viennent souvent de l'extérieur. C'est-à-dire Pascal Vigneron, qui est organiste, voulait faire un travail sur les textes d'Armel Guerne, que personnellement je ne connaissais pas. Et il cherchait donc une actrice, ou peut-être aussi un acteur. Assez peut-être habité par la foi pour avoir... Est-ce que oui, c'est je pense que quand même, il y a quand même des gens qui peut-être seraient totalement... ne rentreraient pas dans ces textes, parce qu'ils sont quand même très, très, très profonds. Armel Guerne, moi je le connais pas bien, mais je connais pas bien ses œuvres, mais je vois ce qu'il a écrit, et c'est un homme qui a terminé sa vie en ermite, cherchant vraiment une spiritualité quasiment de prêtre, alors de moine, alors qu'il ne l'était pas. Et bon, alors moi, en fait, ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'il y a énormément de choses comme ça qui sont proposées. Alors évidemment, on peut ne pas faire attention et passer son chemin, mais moi je suis chaque fois, c'est un cadeau. Provoquée, je veux dire, je dis c'est un cadeau, même si c'est pas facile, c'est un cadeau. Est-ce que vous voulez bien nous en faire un de cadeau et nous lire une partie, un petit bout de texte, un tout petit bout, parce que c'est... se rende compte de quoi. Mais j'ai fait un disque, hein, il y a un disque. Enfin, voilà. nous avons fait un disque avec Pascal Vigneron et nous. Oui, alors. C'est une paraphrase de l'Apocalypse.
C'est une paraphrase de l'Apocalypse. Alors déjà, l'Apocalypse est un texte assez hermétique. Le premier texte, écoutez, regardez. Écoutez, regardez. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? C'est la question que Dieu vous pose. Regardez, écoutez. Il est de pires sourds que ceux qui refusent d'entendre. Ce sont ceux qui écoutent autre chose. N'importe quoi, mais autre chose. Et quels aveugles, les yeux pleins qui ne cherchent jamais à voir. Deuxième texte, ça s'appelle Alpha et Oméga. Quand il se lèvera pour ne jamais se relever, ce jour d'entre les jours qui sera le dernier et le premier des hommes et du monde, nul ne pourra le reconnaître à sa gloire ou à sa terreur, tant il sera sur les crêtes de l'apparence, semblable extrêmement à tous les autres jours qu'il avait si parfaitement inaugurés. Et derrière, il y a l'orgue qui arrive. Il y a l'orgue qui arrive. Ça vous nourrit de lire comme ça des textes dans des églises, évidemment, accompagnés par l'orgue. Ah, mais ça me nourrit de lire des beaux textes. Moi, je suis beaucoup dans la littérature. Je suis venue... Vous voyez, les deux raisons qui m'ont fait être actrice, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de souffrance et de non-dit personnelle. Mais c'est la littérature, c'est l'amour des mots, l'amour de la poésie, l'amour de la langue, l'amour de tout ce qu'on peut dire avec des mots. Et je me sens absolument un soldat au service de la littérature, vraiment. Ah, un soldat, il y a un côté bataille, guerrier, c'est pas un mot. Je suis martienne, je suis née le 21 mars, je suis bélier, je suis martienne. J'aime l'idée de gagner des guerres. J'aime l'idée. Je suis assez batailleuse. Je ne suis pas du tout j'ai beaucoup d'énergie et de force, quelquefois trop. Si on prenait un exemple, quelle guerre vous avez gagnée et quelle guerre vous avez perdue? Si vous vous retournez sur votre vie, c'est pas encore l'heure du bilan, hein, on est bien d'accord, mais en jetant un regard sur votre vie, quelle serait la grande bataille que vous avez gagnée, la grande bataille que vous avez perdue? J'ai appris à aimer déjà. Moi, je suis pas sûre que quand j'avais 20 ans, c'est pour ça d'ailleurs que sans doute mon premier mariage, qui avait pourtant des bases assez solides, puisque j'avais épousé Daniel Toscan du Plantier, que je connaissais depuis l'âge de 11 ans, et il en avait 14. On a été amis et amoureux adolescents jusqu'à notre mariage. J'avais 20 ans quand je l'ai épousé. Et donc, on pourrait imaginer que ça a été un amour d'enfance qui était justement, qui est né sur ce terrain de difficulté qu'il connaissait, puisqu'il faisait quasiment partie de ma famille, il était le meilleur ami de mon frère, donc il était comme le 5e enfant de mes parents. Mais notre mariage a été une belle réussite parce qu'on a fait 2 enfants magnifiques et qu'aujourd'hui c'est un bonheur de les voir vivre et d'avoir eux-mêmes des enfants. Mais lui, moi je crois que j'ai pas su l'aimer. Voilà. Quelque chose qui me relie à Madame de Maintenon. Quand elle dit à la fin, j'ai manqué le roi, je n'ai pas su l'aimer ni m'en faire aimer de la manière qui me plaisait. Je crois que je ne savais pas aimer parce que justement, ça avait été trop dur, je m'étais trop... Je pense que depuis toute petite jusqu'à 20 ans et ensuite aussi, je veux dire, toute ma force était mise, quand je vous dis les batailles, c'était simplement à tenir debout. À tenir debout, à ne pas sombrer. Mais dans l'amour, il y a aussi une part de lâcher. Il faut aussi se laisser prendre par l'amour. Il faut aussi avoir cette... on ne peut pas être que dans la défense, au contraire. Il faut lâcher les défenses. Et ça, je ne savais pas faire. J'ai mis très très longtemps. Le lâcher prise. J'ai mis très longtemps. Et ça, c'est déjà une des batailles que j'ai gagnées, mais ça, c'est une bataille de la maturité, puisque je pense franchement que bon, j'ai eu des approches, mais la vraie bataille gagnée, c'était quand j'ai rencontré Roger Vadim, où là, vraiment, on était, lui et moi, absolument aptes à aimer l'autre. C'est d'ailleurs un message que je livrerai volontiers, si tant est que j'ai des messages à livrer. C'est que, finalement, c'est difficile d'aimer avant la maturité. Je pense qu'il y a tellement de choses à expérimenter, tellement de connaissances de soi-même, de la vie, des autres, que on est constamment à côté de la plaque.
Ah, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des grands moments d'amour, mais il me semble que si on arrive à 40 ans et que tout d'un coup on a appris tout ça, on a été labouré par la vie et tout, là on commence à être vraiment capable d'aimer. Alors il y a des gens qui ont la chance de garder le même partenaire, parce que la patience et l'amour de départ fait qu'ils arrivent quand même à rester ensemble, mais si on n'est pas resté ensemble, je pense que, enfin, je veux dire, si on a un nouveau partenaire dans ces âges-là, ou un premier même, parce qu'on peut imaginer aussi qu'on n'a jamais vraiment, qu'on ne s'est pas engagé jusque-là, ce qui est dommage d'ailleurs pour une femme, parce que ça veut dire qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle n'en aura pas, mais je ne suis pas en train de prôner le divorce, hein, je ne prône pas, moi j'étais très malheureuse de divorcer, ça n'allait pas du tout dans mes prévisions. Ah, pas du tout, pas du tout. Je me suis vraiment... D'ailleurs, je ne voulais pas me remarier, parce que pour moi, le mariage, ça y est, c'était fait. Et même si ça avait mal tourné, enfin, on est toujours restés très proches et très amis, mais même si ça avait mal tourné en tant que mariage, je sens... Pour moi, j'étais mariée, ça allait. Et il a fallu vraiment le côté romantique et fou de Roger Vadim pour me faire accepter de me remarier. Et quelle est la grande bataille que vous auriez perdue, alors? Ah ben non. Il n'y a pas de bataille de perdu. Ah non. C'est votre capacité, vous avez dit à un moment, à transformer finalement tout ce qui peut paraître une blessure, une fêlure en force. Ah oui. Ah oui, parce que je vous assure que quand j'ai été confrontée à la mort de Vadim, je me suis vraiment posé la question de comment j'allais gagner cette bataille-là. Et en fait, je ne peux pas dire que je l'ai gagnée, mais si, parce que enfin, je l'ai gagnée d'une certaine façon, puisque je vis, et j'ai gardé la joie de vivre. Et c'était ça la bataille, de gagner la joie de vivre. Et je crois que bon, je ne dis pas que c'était facile, mais c'est une bataille que je considère d'une certaine façon que j'ai gagnée. Il y a un personnage dont je voudrais parler, qui a été cité en introduction et qui compte beaucoup dans votre vie de croyante, c'est Etty Hillesum. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous réexpliquer qui est cette femme et surtout ce qu'elle vous dit à vous? Etty Hillesum, donc c'est une jeune femme hollandaise qui a donc vécu est morte à Auschwitz. Elle était étudiante et elle a écrit son journal, Une vie bouleversée. Maintenant, on a retrouvé encore d'autres textes d'elle, mais c'est surtout Une vie bouleversée qui nous l'a fait connaître. Donc, dans les 5 années qui ont précédé sa mort à Auschwitz. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez Etty Hillesum, c'est... Alors, en principe, enfin, plus qu'en principe, elle est juive, Etty Hillesum. Mais vraiment, quand on lit son livre, c'est tellement c'est tellement le message de l'Évangile. Enfin, je ne dis pas que les Juifs ne peuvent pas suivre le message de l'Évangile, mais par exemple, moi, ce qui m'a le plus impressionné chez elle, c'est la capacité de pardon. De survie d'abord, mais pas seulement de survivre en disant je suis plus forte que les lois anti-juives qui m'empêchent de vivre. C'est la capacité toujours de dire que elle ne veut même pas accepter qu'en elle il y ait quelque chose de sombre et quelque chose de la haine. Une once de haine, rien. Parce que elle se considère tellement dans la main de Dieu et qu'elle se dit ça serait comme de tuer Dieu que de laisser la haine monter en moi. Mais c'est d'une exigence. Mais à pleurer. Surtout quand on sait ce par quoi elle est passée. Et en plus, elle est morte à Auschwitz alors qu'elle aurait pu ne pas y aller. Elle aurait pu s'arranger pour ne pas y aller. Elle y a été comme une espèce de point final à... D'abord la compassion des autres, parce qu'elle s'occupait justement de ceux qui partaient et tout. Et c'est pas du tout dans un sacrifice, mais c'est, je sais pas, elle a été au bout je sais pas, il y a quelque chose de christique dans cette femme. C'est absolument magnifique. Si des gens nous regardent et ne la connaissent pas, il faut se précipiter. Il faut avoir ce livre sur sa table de nuit, et d'abord le lire en entier, et ensuite le relire page par page, tranquillement, et se faire accompagner par Etty Hillesum toute sa vie. Elle disait notamment, par rapport à cette haine qu'elle interdisait de s'installer en elle, je cherche à comprendre et à disséquer les pires exactions. J'essaie toujours de retrouver la place de l'homme dans sa nudité, sa fragilité, de cet homme bien souvent introuvable, enseveli parmi les ruines monstrueuses de ses actes absurdes. Ça prend tout son sens quand on sait effectivement... Elle ne condamne jamais. Elle ne condamne jamais. Elle a à la fois cet amour du Christ et en même temps cet amour des autres. C'est une sainte. Et elle vous accompagne au quotidien.
C'est un visage... Non, pas au quotidien, non, j'exagérerais. Mais enfin, disons que, vous voyez, elle revient toujours quand on... Dès que, d'abord, je lis tout ce qu'il y a sur elle, et puis dès que il y a un spectacle qui s'est donné avec une compagnie d'acteurs que j'aime beaucoup, l'Arc-en-Ciel. Ils ont fait un spectacle autour de ces textes, et évidemment j'y étais, j'en ai des amis, j'étais extrêmement touchée. Enfin, disons que dès que j'ai l'occasion de la reprendre, de la retrouver, elle est là, quoi, elle n'est pas loin. Il y a une autre phrase que j'aime bien qui est « Je vais t'aider mon Dieu à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne peux rien garantir d'avance ». Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire, ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider et ce faisant, nous aider nous-mêmes. Je suis contente que vous ayez sorti cette phrase. C'est une des choses que je préfère chez elle. Mais ça ne m'étonne pas parce que ça m'a fait penser à vous en la lisant, dans le sens, vous nous avez expliqué en début d'émission que vous faites des ponts. Tout n'est pas cloisonné chez vous. Et les ponts, vous les faites aussi dans vos différents engagements humanitaires. Associatif, vous soutenez différentes associations et notamment des femmes du Niger qui ont besoin d'aide matérielle. Et vous vous êtes dit, bah tiens, moi je suis actrice, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Peut-être que après une pièce, en l'occurrence très féministe, qui s'appelle Les monologues du vagin, si je leur demandais aux gens qui sont là dans la salle de vider le petit portefeuille avec les quelques pièces qui restent, peut-être qu'on va pouvoir récolter de l'argent et qu'on va pouvoir aider ces femmes du Niger. Voilà, comment faire des ponts, comment mêler théâtre et solidarité. Et le pire, c'est que ça marche. Non, mais ça marche. Mais ça, c'est une grande chance, parce que c'est vrai que le métier d'actrice, quelquefois, vous met un peu à l'écart de la réalité. Vous voulez dire de la misère du monde? À la fois de la misère, mais même simplement des autres. Je veux dire, moi, je connais beaucoup d'acteurs qui vivent en circuit fermé entre eux. Moi. Oui, ou l'autre, mais qui est comme moi, quoi, qui fait le même métier, on parle du métier, tout ça. Moi, j'ai une passion pour mon métier, mais moi, j'ai une passion pour la vie, et mon métier n'est que... Il n'est pas une partie de ma vie, mais il est le moteur et tout le reste va ensemble. Déjà, j'exprimais, je voulais vivre ça quand j'étais une jeune femme avec des enfants à la maison, les enfants à élever et tout. Mes enfants me diront toujours que oui, mais enfin quand même, tu partais beaucoup. Écoute, ben oui, je suis comme toutes les femmes, je partais, j'avais des tournages, j'allais au théâtre le soir et tout. Bon. Mais en tout cas, pour moi, c'était fondamental. Il n'y avait pas mes enfants d'un côté et mon travail de l'autre. Et puis, en vieillissant, en étant veuve, j'ai un peu plus de temps quand même pour me consacrer aux autres, même si j'ai essayé de jamais les oublier, les autres. Et il se trouve qu'effectivement, on me demande de participer comme ça à des associations, l'Abbé Pierre, une association Vol de nuit en Argentine pour les enfants, et la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui m'a emmenée dans un voyage que j'ai trouvé absolument passionnant au Niger, un voyage donc d'études sur les droits des femmes au Niger. C'est vrai que je suis tombée en amour avec les femmes du Niger. De toute façon, les femmes africaines, on tombe en amour avec elles. Elles sont incroyables. Elles sont d'abord déjà, elles sont belles, elles sont joyeuses, on regarde leur maison, elles n'ont rien, elles n'ont même pas un point d'eau. Elles sortent avec leur turban, elles sont magnifiques, elles portent tout. Bon. Et en même temps, elles se font laminer par les hommes. Enfin, c'est incroyable. Et donc, en revenant du Niger, je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour elles. Et on avait parlé des moulins à mil. Parce que quand même, 8 heures par jour, elles pilent le mil à la main. Oui. Et comme elles disent, pendant ce temps-là, on ne peut rien faire. Si on avait des moulins, on pourrait aller au cours d'alphabétisation, s'occuper mieux de nos enfants et de tout. Enfin, avoir une vie dans la société, quoi. Et donc j'ai commencé à faire une enquête sur les moulins à mil pour savoir si c'était cher et tout. Et je jouais à ce moment-là, donc j'étais en tournée avec les monologues du vagin. Dans toute la France, on jouait dans des salles absolument gigantesques, des zéniths, 1500 personnes et tout. J'ai dit, mais voilà. Et alors c'est là que, effectivement, l'idée de pont, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté Marie-Christine Barrault à qui on dit, bah, tiens, est-ce que tu peux nous aider à la Fédération des droits de l'homme? Et puis de l'autre côté, Marie-Christine Barrault qui joue une pièce. Je suis la même personne. Et j'ai eu cette chance. C'était un hasard, parce que je jouais à ce moment-là, donc immédiatement ça m'est apparu qu'on pouvait faire un lien entre les deux et que je pouvais faire appel à ce public qui adhère tellement à cette pièce, parce qu'elle est vraiment joyeuse, juteuse même, et profondément féministe. Et elle se bat, c'est une bataille pour les femmes quand même, pour l'indépendance, pour l'autonomie, pour la liberté des femmes. Donc ça collait bien avec la demande. Ça collait complètement, parce que c'est pas en jouant Madame de Maintenon qu'à la fin, je peux arriver en leur disant, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent pour mes moulins à mil, pour les moulins à mil au Niger. Donc ça tombait très très bien. Et alors maintenant, bon voilà, on va aller leur installer leur moulin à mil. Alors le pont, c'est aussi, par rapport, vous avez cité la Fondation Abbé Pierre, mais alors pour le logement, le pont, il se fait là aussi mettre en scène une pièce de théâtre, faite absolument pas par des professionnels, par des gens, non, c'est des gens de la rue qui sont dans la misère.
et qui ont peut-être besoin de plus grande précarité, s'évader un petit peu aussi, qui n'ont pas besoin que de manger. Non, c'est ce que je dis. L'homme ne vit pas seulement de pain. Et c'est vrai qu'ils sont dénués de tout. Grâce à la Fondation Abbé Pierre, il y a des aides, ces lieux d'accueil qui s'appellent des boutiques de solidarité. C'est un drôle de nom d'ailleurs, mais qui sont des lieux vraiment d'accueil, des maisons d'accueil de jour. Des maisons d'accueil de jour. Voilà. Il y en a aussi il y a aussi des maisons de famille, comme ils disent, où on habite, mais ça c'est un autre moment. Mais là, et j'ai dit, mais il faut aussi leur permettre ce dont j'ai eu besoin quand j'étais petite, de la parole. Je veux dire, tout le monde en a besoin à tous les moments de la vie, particulièrement ceux qui sont sans rien, qui n'ont plus rien et qui sont dans la rue. Et ça, se réapproprier la parole, se réapproprier leurs propres émotions, leur vie, arriver à la mettre en image et en parole, il me semble que c'est un chemin vraiment à la fois judicieux et qui peut apporter beaucoup. Alors, le fait aussi que quelqu'un comme moi, qui suis actrice, je me suis proposée pour les encadrer, pour les mener. Je ne suis pas toute seule, hein, parce que là, par exemple, ils sont dans le travail de l'écriture. J'étais pas très disponible ces jours derniers puisque je commençais à jouer. Mais l'écriture, moi, c'est pas mon truc. Je sais pas faire écrire les gens. Les ateliers d'écriture, j'en ai jamais fait. Par contre, là-bas, il y a à Bourges, j'ai une équipe formidable. Et puis, dès que l'écriture va commencer à avancer, on va avancer tous ensemble. Et ça va être un vrai projet. C'est-à-dire que c'est pas un petit truc qu'ils vont faire une fois pour les copains. On va vraiment faire en sorte qu'il y ait plusieurs représentations, qu'ils puissent aller d'un lieu à un autre lieu d'accueil, pour qu'il y ait une émulation comme ça, et que peut-être ça donne les idées aux autres, mais en tout cas qu'il y ait un dialogue qui s'instaure. C'est un pont aussi, c'est un pont entre mon savoir-faire, mes compétences et mon envie d'aider ceux qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Et l'association Vol de Nuit en Amérique latine, dont alors Vol de Nuit, c'est lié à Saint-Exupéry, évidemment, voilà, que vous aimiez beaucoup, j'imagine. Que j'aime infiniment. Je viens d'enregistrer Terre des Hommes pour Gallimard, un très beau coffret. Pour un CD Gallimard. J'aime énormément les textes de Saint-Exupéry et j'ai un ami donc, qui a créé cette association Vol de Nuit et qui m'a emmené en Argentine. Et dès qu'on est sur le terrain, ça change tout. De chez soi, c'est très difficile. On s'attache aux gens, on les rencontre, on comprend les combats, les difficultés. J'ai été dans ces écoles. Il y a, je crois, 16 écoles en Argentine qui s'appellent soit Saint-Exupéry, soit Petit Prince. Parce que quand même, il a créé l'aéropostale là-bas. Enfin, il a dirigé. Il n'a pas créé, elle existait déjà. Donc, il y a même plein de faux souvenirs. Là, il a mangé, là, il a bu, là, il y a son avion qui s'est cassé. Enfin, il y en a même un peu plus que la réalité. Et donc, voilà. Donc, notre travail à cette association, ben, on est vraiment une petite association, on a du mal et on cherche de l'argent, parce que c'est toujours de l'argent. On essaye d'envoyer dans les écoles des livres, des ordinateurs, enfin, plein de choses c'est surtout les enfants, hein, vraiment. Maintenant, on extrapole un petit peu, mais c'est surtout les enfants, pour aider ces enfants à avoir un tout petit peu plus de chance dans la vie. Est-ce que c'est comme ça que vous avez réussi à trouver finalement un équilibre de vie et une fécondité aussi dans une vie d'actrice qui est quand même faite, dites-moi si je me trompe, mais j'allais dire de zapping, on fait une pièce, après on fait un film, après on fait un téléfilm, après on refait une pièce, et puis après voilà. Oui. Est-ce que ça vous permet de poser les choses, de vous occuper des autres? Non mais énormément, mais en plus je vais vous dire, moi je suis très très sévère avec le métier d'acteur ou d'actrice. C'est-à-dire? Je veux dire que tout ce qui est périphérique par rapport au métier lui-même, je déteste. C'est-à-dire quoi, les soirées? Les soirées, les mondanités, les strass, tout ça, je déteste. Je déteste. Je n'aime que... C'est quoi, c'est une perte de temps? C'est... Je sais pas, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est superficiel. C'est superficiel, c'est ennuyeux, c'est effrayant. Ça ne renvoie qu'une image grotesque de l'être humain. Pour moi, c'est... C'est le glamour finalement, c'est tout ce qui fait le côté glamour. Alors tout ça vraiment, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait, hein. J'ai vécu les Oscars, moi je les ai vécus. Hein. Cousin, cousine, j'étais nominée comme meilleure actrice, c'est le film et tout. On était à Hollywood, la jolie robe, les machins, je l'ai vécu. Mais alors avec une distanciation totale, hein. Parce que j'ai vu aussi comment ça retombait la sauce. Mais donc c'est pour dire que tout ce qui n'est pas le cœur de mon métier, ça ne m'intéresse pas. Alors quand on est très jeune, on vous pousse un peu parce qu'on vous dit maintenant il faut qu'on te voie, faut que... Bon d'accord, je veux bien le faire un peu, mais je veux dire maintenant je vous assure qu'il faut se lever tôt pour me faire certaines choses. Je veux bien aller à une première au théâtre si c'est vraiment des amis à moi qui jouent et tout, mais c'est pas pour me faire voir, c'est vraiment pour aller voir la pièce. Mais je dis pas ça c'est pas un sens moral, hein, c'est parce que ça m'ennuie vraiment. Vraiment, ça me barbe. Je déteste ça. Et donc tout ce qui me relie à la vraie vie, pour moi, c'est fondamental. Et quand on est acteur, croyez-moi, il faut se battre.
pour être relié à la vraie vie. Et surtout quand on est un acteur, alors ça c'est pas mon cas, mais par exemple pour les stars, ils sont totalement déconnectés de la réalité. Moi j'ai un fils qui s'occupe il travaille pour une grande compagnie américaine et il est tout le temps en relation avec les stars, il fait les sorties dans le monde entier et tout. Il me dit mais ils sont déconnectés, mais complètement, ils ne savent même plus ce que c'est que la réalité. Alors pour une Meryl Streep qui reste des pieds sur terre avec ses enfants, je l'ai connue Meryl Streep, elle est une vraie personne, mais il y en a... Et ça ne les empêche pas d'être des acteurs géniaux, hein. Mais vous avez, vous, des vrais amis dans le métier quand même? Des vrais amis, hein? Pas des copains, hein? Pas des copines, hein? Très peu. Très très peu. Très très peu. Et même des femmes plutôt. Parce qu'alors les hommes, c'est plus compliqué encore. C'est plus compliqué. Je parle des vrais acteurs. Je parle des acteurs. Je ne parle pas des acteurs qui sont en même temps metteurs en scène, chefs de troupe et tout ça, où là, ils sont remis dans la réalité. Mais l'acteur qui n'est que acteur, et alors, pour peu qu'il soit star, il est dans un autre monde. Ça le regarde, hein. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais ça ne me concerne pas. À part Meryl Streep, qui d'autre admirez-vous dans votre profession, homme ou femme? Bah, par exemple, en France, moi j'admire particulièrement Laurent Terzieff. Pour moi, c'est un prince. Qu'on a eu la chance de recevoir dans cette émission, vous imaginez, il fait une émission tous les 10 ans. Bah oui, mais ça ne m'étonne pas, vous voyez. Ça ne m'étonne pas. Moi, je veux dire que moi, je me sens une petite fourmi à côté de Laurent Terzieff. Ah oui, non, mais tout le monde, hein. Tout le monde. En même temps, il m'impressionne, j'ai joué avec lui, il m'intimide incroyablement, mais je l'admire. Vraiment, pour moi, c'est un prince. Vous êtes extrêmement sensible au monde des odeurs. Ce serait quoi l'odeur du théâtre? Il y a une odeur très spéciale au théâtre. Alors justement, quand j'étais petite fille et que j'allais, mon oncle était encore à ce moment-là au théâtre Marigny. Jean-Louis Barrault, oui. Jean-Louis Barrault. Et quand j'allais voir un spectacle, j'allais dans les coulisses après les embrasser. Il y avait une odeur dans les coulisses, je ne saurais pas expliquer, un peu vieillotte, vieille, quelque chose de vieux, de suranné, un mélange de grenier. Un peu de poussière aussi, parce que c'est toujours ça, un théâtre. C'est très impossible d'avoir un théâtre vraiment propre. Et cette odeur était restée en moi, mais à un point incroyable. Et je suis retournée au théâtre Marigny. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu les Molières au théâtre Marigny, où il y a eu quelque chose. Enfin, je suis retournée, j'ai jamais joué. Si, j'avais fait à l'époque, quand il y avait au théâtre ce soir. J'avais fait une fois au théâtre ce soir avec une pièce d'Oscar Wilde, montée par Raymond Rouleau. Et je suis retournée dans les coulisses, sans doute il y avait eu un grand balayage, ils avaient repeint et tout, et j'ai pas retrouvé l'odeur. Ça a été, mais comme, vous savez, vous retrouvez quelqu'un que vous avez adoré, et puis vous le regardez, vous dites, qu'est-ce que j'ai pu lui trouver? Et il y avait un peu de ça, je dis, mais c'est pas possible, cette odeur, j'avais l'impression qu'elle était imprégnée en moi, et je ne la reconnaissais pas. Ce qui m'a permis d'analyser la situation en me disant que je pense que ma mémoire est très olfactive. Alors ce serait quoi l'odeur de votre enfance? L'odeur de mon enfance, c'est l'odeur de chez ma grand-mère. Ma grand-mère m'a élevée jusqu'à l'âge de 8 ans avec mon frère, parce que nous étions du premier mariage de ma mère et qu'elle a mis du temps avant de réunir ces deux familles. On vivait à côté de Paris, à l'époque c'était presque la campagne, aujourd'hui c'est presque Paris, c'est Hyères, dans l'Est, un petit pavillon de banlieue, avec un jardin autour. Dans le jardin, il y avait pratiquement un arbre. Il y avait un pommier, un poirier, un prunier, un groseillier, ça. Et il y avait des odeurs. Alors il y a deux odeurs. Il y a d'abord le pommier, le grand pommier. On cueillait les pommes et on les mangeait bien sûr, on faisait des compotes, mais on gardait des pommes pratiquement jusqu'à la cueillette suivante dans la cave sur des clés. Et là, quand vous rentriez dans la cave, il y avait une odeur un peu aigre comme ça, mais en même temps très fraîche de pommes. Je ne sais même pas comment ces pommes tenaient quand on voit aujourd'hui dans nos appartements, au bout de 8 jours, si on ne les a pas mangées, elles sont pourries. Et on les gardait des mois et des mois dans la cave. Ah, il y avait l'odeur de pommes. Et il y avait la deuxième, c'est l'odeur du jardin après la pluie. Ah, ça c'est une odeur qui plaît à beaucoup de gens, l'odeur de l'herbe mouillée aussi. L'herbe mouillée. De la terre après la pluie. La terre qui tout d'un coup se met à fumer comme ça un petit peu, qui a été... Surtout après quand il y a eu l'été, un très fort orage. Qui a bien lavé. Qui a beaucoup mouillé et que tout d'un coup, toutes les autres odeurs ressortent encore plus fortes. Et il y avait un chèvrefeuille, l'odeur du chèvrefeuille. Et ce serait quoi, pour terminer, l'odeur de Madame de Maintenon? Que vous la connaissez bien maintenant, Madame de Maintenon. Vous avez ce monologue, toute seule en scène. Vous incarnez Madame de Maintenon. C'est quoi l'odeur de Madame de Maintenon? C'est
Triste à dire, mais je pense que si on veut être réaliste, à l'époque de Louis XIV, les gens se lavaient très très peu. Oui, et je pense que... l'odeur fantasmée que vous, voilà, que vous lui rattachez, vous. Il y a forcément des odeurs à vous dedans, forcément. Vous savez que moi, je suis une malade des parfums, mais malade. J'ai encore regardé, parce que l'autre jour je cherchais quelque chose, j'ai encore regardé le nombre de parfums que j'ai, mais c'est inimaginable. Il y en a la moitié d'ailleurs, à mon avis, qui ne sentent plus rien. Parce que forcément, quand on en a beaucoup, on finit par les bouteilles, donc il y en a, mais j'ai une passion pour les parfums. Alors si elle mettait un parfum, Madame de Maintenon, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il devrait y avoir quelque chose un peu de la violette, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est pas une violette, Madame de Maintenon, hein, c'est quelqu'un qui c'est pas à cause de la fleur elle-même, mais c'est une odeur de violette. Je n'ai aucune idée de ce qu'il pouvait y avoir comme parfum à l'époque. Vous ne vous rapprochez pas de vos personnages par le parfum, par exemple? Quand vous incarnez un grand personnage, vous n'essayez pas, comme c'est votre porte d'entrée aussi au monde, les odeurs, comme vous nous l'expliquez? C'est pas une méthode que vous pouvez avoir? Non. Non. Non, non. Je m'aperçois qu'il y a des petits objets, des petites choses comme ça qui quelquefois... Enfin, des objets, c'est beaucoup dire, parce que je ne suis pas du tout objet, moi. J'ai même une cette horreur des objets. Mais chaque rôle a un petit décor intérieur différent, mais pas tellement les odeurs. Mais enfin, en même temps, je m'aperçois que j'ai apporté dans ma loge au théâtre d'Onou, 4-5 petites bouteilles de parfum, parce que justement, je ne voulais pas en avoir qu'une seule. Et c'est drôle, c'est des parfums un peu forts quand même. C'est des parfums un peu forts. C'est pas... Vous les avez choisis spontanément, oui, mais voilà, ça nous dit quelque chose. Voilà. C'est presque inconscient, mais c'est des parfums un peu... Et j'en mets très très peu. On vous souhaite évidemment bon succès avec cette pièce au théâtre, bon succès aussi pour cette prestation à l'église Saint-Roch, et puis on l'a dit, il y aura d'autres villes en France pour les textes sur les paraphrases de l'Apocalypse de Saint Jean. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au-delà de tout ça, au-delà de ces échéances professionnelles? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Marie-Christine Barraud, pour votre vie à vous? Moi, je suis obsédée par la joie. Par la joie. Ne pas laisser la joie s'éteindre. J'ai le sentiment que c'est un devoir. Je parle de la joie, hein, c'est pas le plaisir, pas le bonheur. Non, on a bien compris, une joie profonde. La vraie joie, celle qu'on peut partager justement, parce qu'elle est si profonde qu'elle peut aller vers les autres. Et donc si on peut me souhaiter quelque chose, c'est de ne jamais la perdre. Je vous le souhaite bien volontiers. Merci justement d'avoir partagé cette joie sur ce plateau. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.